Bonjour, c'est Vincent. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de stress. Alors pourquoi de stress? Parce que les gens disent que c'est la maladie du siècle, que ça impacte beaucoup de monde, ce qui est vrai. On vous entendrez parler autour de vous, on vit dans un environnement stressé. Et j'ai découvert un article qui a été publié très récemment, en 2017, à propos de chercheurs qui proposent en fait deux alternatives au traitement du stress chronique. Et je trouvais ces alternatives intéressantes. Alors avant de vous proposer les alternatives, je me disais que ce serait intéressant de vous expliquer comment ça fonctionne en fait, et pourquoi est-ce que le stress chronique est un problème en soi, et donc il faut le traiter. On peut pas simplement dire oui, ça passe, et puis finalement tout va bien, rien à signaler, et donc il faut surtout rien faire. Alors en fait, le problème du stress chronique, c'est que il provoque des maladies, et des maladies qui sont graves et qui coûtent excessivement cher. Ces maladies, c'est la dépression et le burn-out. Alors on sépare en général les deux choses. On dit que la dépression, c'est une maladie psychologique qui a des impacts physiologiques, et puis on dit en général que le burn-out c'est le contraire, c'est une maladie physiologique qui a des impacts psychologiques. On verra plus tard que la distinction n'est pas aussi simple que ça. Mais pour l'instant, on va satisfaire de ça. Et donc, ces deux maladies ont on appelle ça en termes médicaux, ont une étiologie commune, c'est-à-dire ont une raison d'être ou une cause commune, qui est le stress chronique. Alors, pourquoi? Encore une fois, tout le monde là, il y a une étude qui montre qu'un tiers des Américains rapportent un niveau de stress qui est très très élevé. Ça coûte extrêmement cher. Pourquoi? Parce que les gens tombent malades, deviennent malades, vont bosser quand ils sont malades, donc bossent moins bien, tombent encore plus malades une fois qu'ils tombent malades parce qu'ils sont poussés jusqu'à la limite, et donc ça coûte excessivement cher. Alors le pire, c'est pas tellement que ça coûte excessivement cher, mais c'est qu'en plus de ça, ça s'accélère. Ça veut dire qu'entre 2000 et 2010, aux États-Unis, le coût de la dépression est passé de 83 milliards à 210 milliards. Alors le montant, ça correspond à pas grand-chose. Par contre, c'est 2 fois et demi. Et donc ça, c'est important. En 10 ans, une augmentation de 2 fois et demi, c'est qu'on voit bien qu'il y a un problème qui est récurrent. Dans l'Union européenne, c'est pas beaucoup mieux apparemment. Les coûts associés à la dépression seraient 3 fois même plus élevés qu'aux États-Unis. Mais bon, bref, donc ça coûte beaucoup d'argent, et surtout, plutôt que ça fait coûter de l'argent, ça fait souffrir beaucoup de monde. Les personnes elles-mêmes, évidemment, enfin les victimes de la dépression ou du burn-out, et puis leurs proches, peut-être aussi certaines personnes dans les entreprises qui se sentent coupables. Ça fait beaucoup de travail pour tout le monde, et donc c'est pas top. Alors, quel est le problème avec ça? Alors, en fait, il y a deux manières de gérer le problème du stress chronique. Il y a une chose qui est de s'extraire des raisons qui font qu'on est stressé. Alors, ces raisons qui font qu'on est stressé, c'est un terme, on appelle ça un stresseur. Il peut y avoir n'importe quoi. Trop de tâches, pas assez de temps pour les faire, un chef très exigeant, des collègues qui vous emmerdent toute la journée. Enfin, je veux dire, c'est des stresseurs, il y en a partout. Donc, une manière de traiter le stress chronique, c'est simplement de diminuer notre exposition à ces stresseurs. L'autre manière de faire, c'est de faire que ces stresseurs soient, moins impactants pour nous. C'est-à-dire qu'on réussisse à les traiter, c'est-à-dire que le fait qu'ils arrivent, ils nous impactent, mais ils ont moins de conséquences négatives sur nous. Nous, ici, on va plutôt s'attaquer à la deuxième catégorie de traitement, c'est-à-dire d'anticipation, si on veut bien. Justement, pourquoi je parle de traitement? Parce que le traitement du burn-out ou de la dépression pose problème. Pour plusieurs raisons. Les statistiques le montrent, c'est très évident. Aux États-Unis, alors évidemment, le papier dont je vous parle a été écrit par des chercheurs américains, mais en tout cas en 2007, donc il y a 10 ans, seulement 3% de la population américaine était traitée pour des soucis de dépression, etc. Alors plus de 20% des gens rapportent des problèmes de désordre d'anxiété ou de dépression. 3% plutôt que 20%. Donc les gens ne se soignent pas. Évidemment, après ça empire, puis ça coûte, on le sait très bien, plus on attend, plus ça coûte cher, plus les traitements sont lourds. Et donc, pourquoi est-ce que les gens ne traitent pas, alors, ni le burn-out quand il arrive, ni la dépression? C'est parce que ça coûte cher, ça prend du temps, on n'est pas sûr que ça marche, il y a des effets secondaires, et il y a des stigmates sociaux.
Alors on peut se dire, mais ouais, enfin, comment ça se fait? D'où est-ce que ça vient? Alors c'est assez évident. Si on y réfléchit bien, on prend quelles sont les deux manières de traiter ces deux maladies. C'est pas très compliqué. Il y a les médicaments et la psychothérapie. Bon, alors les médicaments. Alors ça marche bien parce que c'est facile à administrer. Ça va vite puisqu'on modifie la chimie directement. Puis ça coûte pas excessivement cher. On pourrait se dire, bah, du coup, c'est une bonne solution. Bah, le problème, c'est pas tant que ça. Première chose, c'est qu'il y a des effets secondaires. Ensuite, ben, il faut quand même les prendre, ces médicaments. Il y a beaucoup de gens qui résistent, ils n'aiment pas prendre les médicaments, etc. Et puis alors, surtout, quand on enlève le médicament, ben, la situation n'a pas changé, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une bonne solution à long terme. La psychothérapie, alors là, ça marche bien aussi. Il y a beaucoup de traitements, en particulier les théories cognitivo-comportementales, qui donnent beaucoup de bons résultats pour la dépression, le burn-out. Hein, donc on reprogramme notre comportement pour faire que les stresseurs qui nous impactent le moins possible. Et donc ça marche plutôt bien. Le problème, ben, c'est les stigmates sociaux de la psychothérapie. Hein, allez raconter à vos histoires, à vos collègues de travail, allez raconter à votre famille. Allez dire aux gens autour de vous, ah oui, je suis une psychothérapie. Ouais, socialement, c'est pas facile à admettre, à avaler, quoi. Donc ça, c'est un des plus gros problèmes associés avec cette thérapie. Et puis le problème, c'est que ça prend du temps. Hein, là, l'étude cite des moyennes, hein, des pratiques de psychothérapie, 3, 4, 5 mois, 1 heure par semaine. Donc c'est extrêmement lourd comme traitement. Et donc on se pose la question de savoir, mais du coup, comment est-ce qu'il n'y a pas mieux en fait pour traiter ces problèmes de dépression et de burn-out, qui sont donc les deux dus en partie et en particulier au stress chronique. Alors peut-être ce qui est peut-être intéressant, c'est de comprendre comment ça fonctionne, comment notre corps gère, ou pas d'ailleurs, mais gère le stress. Alors c'est compliqué, c'est de la physiologie, je suis pas honnêtement sûr d'avoir tout bien compris, mais en gros, ce que j'ai compris, c'est la chose suivante. Le stress, c'est la résultante des stresseurs. Donc on a les stresseurs, les contraintes, les choses qui nous arrivent, et puis notre système, lui, alors par contre, on a été sélectionné, hein, l'évolution nous a sélectionné, parce qu'on a développé des systèmes qui nous permettent de réagir relativement rapidement à ces stress extérieurs. On peut imaginer une menace, un prédateur, ou que sais-je, et donc on a un système qui est extrêmement efficace. Et donc, il y a d'un côté le système de réaction, qu'on va simplifier, on va appeler le système sympathique. Alors pourquoi sympathique, je ne sais pas, mais c'est le système sympathique. Et donc ce système sympathique, il va faire quoi? Eh bien, il va libérer des ressources d'énergie pour faire quoi? Pour activer tout un tas de muscles et tout un tas de systèmes dans le cerveau et dans notre corps pour réagir, je dirais de la manière la plus simple, hein, qui est fight or flight, comme on dit, donc combattre ou fuir. D'accord? Alors, il y a des hormones dont vous reconnaîtrez les noms qui sont impliquées dans ces choses-là. L'hormone qui libère les ressources énergétiques nécessaires, qui fait monter le taux de sucre dans le sang, par exemple, c'est le cortisol. Et puis, l'hormone qui nous fait bouger, qui nous active, on la connaît bien, c'est l'adrénaline. Alors, il y a la noradrénaline, apparemment, qui impacte aussi, mais celle-là, on la connaît moins bien. Et donc, ça, c'est le système qui nous aide à réagir, qui nous aide à aller de l'avant, à mobiliser les ressources nécessaires pour faire face aux stresseurs, soit en combattant, soit en fuyant. Bon. Remarquez que psychologiquement, c'est un petit peu la même chose. On ne va pas fuir ou se battre, mais on va avoir des réactions qui correspondent soit plutôt à des réactions d'agression, soit plutôt à des réactions de retrait. Vous reconnaissez là derrière ce qu'on peut appeler généralement des émotions. Hein, typiquement, l'émotion d'agression, ben, c'est la colère ou la rage. Et puis l'émotion de retrait, on pourrait penser typiquement à la tristesse, par exemple. Hein. Voilà, donc on a ce système qui nous aide à réagir, qui marche excessivement bien, et qui donc voilà, nous maintient en vie la plupart du temps. Alors, maintenant, cette activation de système prend beaucoup d'énergie. Hein, on a dit que le cortisol aidait à mettre en jeu, à financer, je dirais, l'effort de guerre, et le problème c'est que ça prend des ressources. Et donc, il doit bien y avoir un système qui nous fait retourner au calme. Hein, comme après le sport, on a le retour au calme, on fait le stretching et tout, on se repose, et on récupère, on ressource pour pouvoir faire face au prochain stresseur. Ce système-là, c'est le système parasympathique. Alors là, le sympathique, c'est celui qui nous fait activer, le parasympathique, c'est celui qui nous calme, qui nous
qui nous fait revenir à peu près à l'équilibre. Hein. C'est ce qu'on appelle un système homéostatique. Ça veut dire que c'est le système qui nous fait revenir à l'équilibre. Un équilibre de vie simplement normal, sans stresseur apparent. Et en fait, ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que le problème, c'est pas tellement la réaction du système sympathique, qui lui, il dépense, il marche bien, il est content, quoi, il n'y a pas de problème. C'est plutôt le manque de réponse du système parasympathique. Et là, il y a plein de mécanismes dont je ne peux pas vous parler parce que, un, je suis pas sûr d'avoir compris, puis deux, c'est relativement compliqué. Mais le problème du stress chronique, c'est un problème d'activation du système parasympathique. Ça veut dire du système qui nous fait revenir en situation de calme. Pourquoi? Alors ça aussi, on le sait pourquoi. Hein, si vous regardez sous stress sur Internet, vous tomberez sur un modèle qui s'appelle le modèle de Selye, S-E-L-Y-E, qui est un système en 3 phases. La phase que je viens vous décrire, la phase d'activation, c'est la phase d'alarme, il appelle ça, et donc c'est la phase où on dépense. Mais qu'est-ce qui se passe si les stresseurs continuent? En gros, si jour après jour, au boulot, c'est la cata, les mecs me stressent, j'ai trop de boulot, je dois travailler trop, je dors pas bien, etc., eh bien, on passe en phase de résistance. Ça, c'est la deuxième phase. Et donc là, eh bien, le corps va commencer à puiser dans les réserves, d'accord, pour continuer à activer. Bon. Puis la troisième phase, ça, c'est la phase d'épuisement. Pourquoi? Il n'y a plus de réserve. Et donc, quand il n'y a plus de réserve, le corps avance plus. Et quand le corps avance plus, les gens, ils n'arrivent plus à se lever. Par exemple, pour aller bosser. Ils n'arrivent plus à se lever pour, pour se nourrir, etc. Et donc là, il faut agir. Hein. Des gens qui vont à l'hôpital, on prend typiquement des médicaments pour redonner le petit boost initial. Donc vous voyez que si on pousse trop loin et si le système parasympathique ne s'active pas à un moment donné, problème, on va dépenser trop et on va s'épuiser. Bon. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce système parasympathique, en fait, on est capable, disons, de sentir comment est-ce qu'il fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne bien, est-ce qu'il fonctionne pas très bien. Et l'outil qu'on va utiliser, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Alors, en anglais, c'est Heart Rate Variability, HRV. En français, variabilité de la fréquence cardiaque, VFC. Alors, ce qui est très intéressant, en fait, c'est que ça se mesure, ces choses-là. Alors, il y a des produits qui existent pour faire ça. Vous pouvez en acheter. Alors, ils sont entre 200 et 250 euros ou dollars la pièce, donc c'est pas nécessairement super évident. Mais c'est des systèmes qui vous permettent de mesurer votre variabilité de la fréquence cardiaque. Et en fait, plus cette variabilité est haute, donc plus votre fréquence cardiaque est capable de faire quelque part des sauts, plus votre système parasympathique fonctionne bien. Hein, et donc plus la VFC est basse, moins votre système parasympathique fonctionne bien. Bon. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, nos 3 chercheurs là disent, bon, étant donné tout ça, on doit donc trouver une manière d'aider les gens à mieux gérer le stress généré par nos stresseurs. 1, parce que c'est mieux d'anticiper, puis 2, parce qu'en plus de ça, les solutions réactives, une fois qu'on a la dépression ou qu'on a le burn-out, problème, ça coûte cher, ça prend du temps, et il y a un stigmate social qui fait que les gens ne vont pas forcément s'y mettre. Donc ils disent, est-ce qu'il n'y a pas des solutions qui seraient bon marché, qui n'auraient pas de stigmate social, et puis qui seraient relativement faisables par les gens, eux-mêmes, tout seuls, comme des grands? La réponse, c'est oui. Alors, c'est pour ça que je fais ce podcast, en fait, parce que moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la simplicité de ces 2 manières de gérer, ces 2 nouvelles approches. La première, ce qu'on appelle le biofeedback. Il ne s'agit pas de manger des légumes, mais le biofeedback, c'est en fait un processus interactif qui apprend à l'individu à changer, pas son métabolisme, mais son activité physiologique. D'accord? Donc c'est apprendre aux gens comment se réguler physiologiquement. Alors il y a des outils qui existent de biofeedback. Vous pouvez acheter, qui sont par exemple qui mesurent votre fréquence cardiaque, pression sanguine, etc. Vous tapez biofeedback at home sur internet et vous trouverez ces outils. Et en fait ces outils, l'idée c'est que si vous arrivez à synchroniser votre fréquence cardiaque et votre respiration, on sait que c'est une très très bonne manière de respirer tranquillement. Et donc, ça vous aide à réguler votre variabilité de la fréquence cardiaque, donc votre système parasympathique. Donc, apprendre à réguler sa respiration sur la fréquence cardiaque, c'est quelque chose qui vous aide à, entraîner votre système parasympathique à bien réagir. Alors, ce qui est super sympa avec ça, c'est que ça ne demande pas beaucoup de temps.
Là, par exemple, ils disent que 15 minutes par jour, pendant 3 semaines, vous avez déjà des solutions. Vous avez déjà, des effets qui sont positifs. C'est pas beaucoup. 15 minutes par jour pendant 3 semaines, c'est un peu comme la gym tous les matins, quoi. Bon. La deuxième manière de gérer ce genre de problématique, hein, donc gérer le stress chronique. Alors ceux qui me connaissent vont peut-être sauter, vont peut-être tomber de leur chaise, mais c'est la méditation. Alors, il ne s'agit pas de méditation spirituelle. Il ne s'agit pas de prier, ni Allah, ni Dieu, ni le soleil, ni l'avatar, mais c'est bien de faire de la méditation. Ça veut dire, de nouveau, c'est lié à la respiration, d'accord ? C'est de réguler la respiration et de se concentrer sur cette respiration pour être dans un état, alors les gens l'appellent de plusieurs manières différentes, mais l'état auquel on arrive avec cette méditation, en particulier, c'est ce qu'on appelle l'état de pleine conscience. Alors vous en avez entendu parler, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup d'ésotérisme là autour, mais cet état de pleine conscience, c'est simplement un état dans lequel vous êtes très très conscient de ce qui se passe autour de vous, vous avez une attention aux choses, une conscience qui est beaucoup plus aiguë que ce qu'on peut avoir d'habitude. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est super disponible, c'est super facile à faire. Moi, je l'ai fait pendant quelques temps avec une app sur mon téléphone, c'était 5-10 minutes par jour. C'est quelqu'un qui vous parle, qui vous aide à faire l'exercice et tout, ça marche super bien. C'est très très intéressant comme processus parce qu'en fait, on s'aperçoit que on se voit penser. Et la meilleure manière de faire, on peut le faire même maintenant 10 secondes maintenant entre nous ici. Donc, vous posez votre téléphone, si vous êtes sur le téléphone en train d'écouter, enfin vous restez bien assis, bien tranquille, et vous fermez les yeux. Alors fermez les yeux, il n'y a personne qui vous regarde, on s'en fout, fermez les yeux, et prenez une bonne respiration. Et vous verrez qu'au bout de 2-3 secondes, qu'est-ce qui va arriver ? Eh bien, plutôt que de rester dans le silence et la concentration sur la respiration, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a une idée qui va venir. Parce que votre cerveau, lui, continue à faire son job, lui. Hein, il est en alerte perpétuelle, lui. Hein, les stresseurs, il les voit. Ah tiens, faut que j'aille manger. Ah ben tiens, faut que je prépare le souper. Ah tiens, les devoirs des gamins. Ah tiens, demain les courses. Ah tiens, demain j'ai un meeting. Donc tout ça, il va vous le donner. Hein, donc votre système d'alerte, votre système sympathique, il va vous donner toutes ces alertes-là. Et donc, ce qu'on apprend en particulier avec la méditation, ben, c'est justement à réguler ce flux. Donc, vous voyez tout de suite le lien avec le stress chronique. Ce qui est très très encourageant, moi je trouve, c'est que c'est vraiment faisable par tout le monde. Vous pouvez faire les deux, hein, et le biofeedback et la méditation, ça vous prend, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure par jour, quoi. Hein. Vous pouvez le faire tous les 2 jours si vous voulez. Par contre, ce qui est très important, ça sert à rien de faire 2 heures tous les mois, hein, ou toutes les semaines. C'est la répétition très très régulière et fréquente qui fait que les résultats arrivent. Alors, vous voyez que en termes de stress, en termes de prévention, c'est des choses qui sont excessivement simples, et je trouve ça très encourageant. Donc voilà, moi je vous encourage à démarrer, faites des recherches, posez-vous des questions, est-ce qu'il y a des pratiques qui me correspondent, est-ce que je peux faire l'un ou l'autre ou les deux, et vous verrez que votre qualité de vie va changer, pas que pour la gestion du stress chronique, mais aussi dans plein d'autres domaines, mais ça, on en parlera peut-être une autre fois. Allez, à bientôt. Ciao.